Géopolitique, tournée africaine de Dimitro Kuleba, offensive diplomatique au marchandage de Kiev. Nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous essayons d'expliquer à nos amis africains que la neutralité n'est pas la réponse, a déclaré Dimitri Kuleba à la presse à Addis Abeba en Éthiopie, où il a poursuivi après le Maroc sa deuxième tournée sur le continent noir. Et nous de poser la question de savoir qu'est-il venu faire. Il déclare, et je cite, « Car en étant neutre vis-à-vis de l'agression russe envers l'Ukraine, vous étendez cette neutralité à la violation des frontières et aux crimes de masse qui peuvent se produire près de chez vous, si ce n'est vous arriver, a-t-il expliqué. Il faut également rappeler, mesdames, messieurs, qu'en février, 22 des 54 États membres de l'Union africaine se sont abstenus ou n'ont pas pris part au vote de la dernière résolution en date de l'Assemblée générale de l'ONU, appelant à la Russie à retirer ses forces de l'Ukraine. Érythrée et Mali avaient d'ailleurs voté contre. Kuleba a rencontré donc mercredi dernier le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le président d'exercice de l'Organisation panafricaine, le président comorien Azali Assoumani. Un des sujets discutés avec nos amis africains est le soutien de l'Ukraine face à l'agression russe, a-t-il expliqué, sans entrer dans le détail de ses entretiens. En Afrique, des pays et des gens ont de la sympathie pour la Russie, car ils font le lien entre la Russie et le soutien que ces pays ont reçu à l'époque de l'Union soviétique et le rôle de l'Union soviétique dans la décolonisation de l'Afrique, a-t-il souligné. Mais la vérité est que la Russie a privatisé tout ce que l'Union soviétique a fait pour l'Afrique, ignorant le fait que l'Ukraine était membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques et qu'elle a accueilli des milliers d'étudiants africains et envoyé en Afrique des milliers d'ingénieurs. Qui est-ce que Kuleba veut justement convaincre? La Russie actuelle est très différente, a-t-il ajouté. L'investissement réel, le plus important de la Russie en Afrique, ce sont des mercenaires de Wagner. C'est ce qu'il a encore déclaré. Et nous encore de poser la question, pourquoi? Et elle ne figure pas au milieu, encore moins en tête de la liste des pays qui fournissent de l'aide humanitaire à l'Afrique. Pas plus qu'elle ne figure dans la liste des principaux investisseurs en Afrique, a-t-il noté, dénonçant selon lui la très bonne propagande russe qui travaille activement en Afrique. Une question cependant, justement, où sont les investissements ukrainiens? Le fait que ce soit la toute première visite d'un ministre ukrainien des Affaires étrangères en Éthiopie et à l'Union africaine parle justement de soi-même, a-t-il déploré. Nous serons toujours à vos côtés en matière de sécurité alimentaire, a-t-il lancé aux pays africains, rappelant la famine organisée en 1932-1933 par Joseph Staline en Ukraine qui a causé la mort de millions d'Ukrainiens. Voilà pourquoi nous également nous interrogeons encore ce mardi matin. Géopolitique tournée africaine de Dimitro Kuleba, offensive diplomatique au marchandage de Kiev. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Watengene, enseignant à l'Université de Douala et sociologue. Il est notre invité. Jonathan Watengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour aux milliards de téléspectateurs. Nous savons qu'ils sont toujours très nombreux à suivre ce programme. Ils sont très enthousiastes et surtout très déterminés dans le combat. Nous leur disons que la victoire, c'est pour bientôt. La victoire, elle est au bout. La victoire est toujours au bout. Jonathan Watengene, tournée africaine de Dimitro Kuleba, vous l'avez suivi de bout en bout, lui qui est venu justement dire aux Africains de ne pas soutenir la Russie. C'est bien, on appelle ça dans leur jargon le lobbying diplomatique. Il s'agit pour l'Ukraine de rassembler le maximum de pays autour de ce qu'elle appelle sa cause. Sauf que l'Ukraine est-elle véritablement, dans le questionnement africain, l'Ukraine est-elle véritablement le porteur de ce message? Nous avons accueilli sur le continent africain plusieurs ministres des Affaires étrangères comme M. Kuleba, qui, à sa place, ont porté la cause ukrainienne. On se souvient l'année dernière, Mme Baerbock et Mme Colonna.
qui étaient sur le continent. Africains, oui. Non pas pour nous demander de soutenir l'Ukraine sur des bases humanitaires ou bien morales, comme il a essayé de le faire, ou bien sur les bases du droit international, mais qui venaient nous menacer. Nous dire que celui qui ne soutient pas l'Ukraine aura les sanctions de l'Union européenne. Nous avons accueilli Mme Noland, sous-secrétaire aux affaires africaines aux États-Unis, qui arrive sur le continent. Elle est allée dans les pays comme le Burkina. Elle dit, si vous soutenez la Russie, ou bien si vous ne soutenez pas l'Ukraine, vous aurez droit aux sanctions. Nous avons vu les États-Unis adopter une loi qui dit que celui qui va soutenir la Russie sera sanctionné. Nous voyons l'Union européenne qui menace l'entièreté des pays africains en disant que celui qui va soutenir la Russie et ne soutient pas l'Ukraine sera sanctionné. Monsieur Kouleba arrive aujourd'hui avec un discours mielleux pour nous dire non, il y a des considérations morales humanitaires. Est-ce qu'il a tenu compte de ses précédents, de ceux qui l'ont dévancé? Ceux-là ont apporté un discours de menace. Nous ont fait comprendre que la cause de l'Ukraine n'est pas une cause de l'humanité, mais une cause portée par l'Occident. Monsieur Kouleba, donc, dans notre questionnement, est-il le porte-parole des ambitions occidentales en Ukraine? C'est ça le grand questionnement. Objectivement, nous aurions bien voulu soutenir une Ukraine qui serait la victime de la Russie. Mais à partir du moment où on constate qu'en fait, les pays occidentaux menacent, on se dit que l'Ukraine défend beaucoup plus les intérêts de l'Occident. Or, est-ce que M. Kouleba connaît notre rapport à l'Occident? Est-ce que M. Kouleba a une connaissance de l'histoire entre l'Afrique et l'Occident? C'est donc une erreur, de son point de vue, de porter la question de la manière dont il l'a fait. Parce que s'il avait connaissance de ce que ses dévanciers ont réalisé en Afrique, il n'aurait pas commis cet impair de venir nous dire que c'est sur des bases morales. Nous savons effectivement que l'Ukraine n'est en fait que la pupille de l'Occident à la frontière de la Russie. Et que le conflit en Ukraine n'est en fait qu'un conflit entre la Russie et l'Occident avec comme territoire d'affrontement ce pays-là. Oui. Donc, pour nous qui connaissons la géopolitique mondiale, qui connaissons la géostratégie en construction autour de l'Ukraine, nous ne pouvons pas voir seulement dans l'Ukraine ce petit pays qui affronte la Russie. Nous savons qu'une coalition de près de 50 pays occidentaux, d'ailleurs tous les pays occidentaux, s'il faut le dire, est aujourd'hui mobilisée autour de l'Ukraine, forme des soldats, envoie des armes, envoie des missiles. Et bientôt, ils ont déjà dit les F-16. Donc bientôt, on va avoir même droit à des armes nucléaires tactiques. Cette Ukraine-là ne peut pas poser son sort au niveau des nations africaines. Nous affrontons, prenons le cas de la RDC. Ils sont des rebelles depuis sur leurs frontières. Ils sont des rebelles dans leur pays qui sont soutenus par l'Occident parce que l'Occident soutient le Rwanda. Le Rwanda arme le M23. Le M23 va mener des opérations en RDC. Monsieur Kouleba est-il au courant d'une coalition qui se serait formée autour de la RDC pour combattre le M23? Que non, ça n'existe pas. Au contraire, l'armée congolaise a du mal à se ravitailler en armes. On a encore à cœur qu'il y a quelques mois, même le Larbin Tshisekedi a été privé des armes qui auraient pu lui servir pour combattre les M23. Monsieur Kouleba, croit-il que quand nous, Africains, nous voyons que ses partenaires nous privent des moyens de lutter contre les rebelles et plutôt arment les rebelles en arrière, il pense que nous serons solidaires de sa cause? Le rapport avec ses partenaires est très délicat. Quand il regarde au Mali, il regarde au Burkina, il regarde au Centrafrique. On met le Centrafrique sous embargo militaire. Et pourtant, les rebelles centrafricains reçoivent et bénéficient du soutien diplomatique, militaire, conseil, supervision, coordination, renseignement des pays occidentaux, notamment de la France. Ils pensent que quand la France sera dans un camp, nous allons nous aussi nous ranger dans ce camp. C'est mal connaître l'Afrique d'aujourd'hui. Monsieur Kouleba était en aventure. C'est ainsi qu'il faut dire. Il était en aventure diplomatique. Il a tenu le discours que Macron, bien avant lui, avait tenu, ainsi que les Berbères et consorts. Il ne nous a pas surpris, mais il ne change pas nos positions. Nous ne pouvons pas défendre cette Ukraine-là parce que l'Ukraine, en ce moment, c'est défendre l'Occident et nous ne pouvons pas défendre nos bourreaux. Une question cependant. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin de l'Afrique? L'Ukraine n'a pas besoin de l'Afrique. L'Occident a besoin de l'Afrique. L'Ukraine les dirigeants actuels de l'Ukraine ont tellement bénéficié du soutien occidental que les Occidentaux essaient d'utiliser les bases du chantage moral. Vous savez, le chantage moral, c'est un peu comme
quelqu'un n'arrive pas à obtenir quelque chose par la force de votre part, il utilise maintenant des arguments moraux. Il vous dit, vous voyez, moi, je vais bientôt mourir si vous me laissez. Et pourtant, vous savez que c'est un criminel, il est dangereux, vaut mieux le laisser mourir. Donc, il utilise ce chantage moral à travers le représentant de l'Ukraine pour obtenir de nous une adhésion à leur projet hégémonique. L'Occident est conscient d'une chose. L'Afrique est aujourd'hui considérée, le président Banakani aime le dire, comme une profondeur stratégique, à la fois pour la géopolitique russe, pour la géopolitique chinoise et la géopolitique occidentale. Mais nous ne nous percevons plus comme une profondeur stratégique. Nous sommes en train d'émerger en tant qu'acteurs à part entière avec sa propre géopolitique, sa propre géostratégie, c'est-à-dire ses propres projections dans le monde. Nous sommes en train de construire un nouveau rapport au monde. Et dans cette perspective, ceux qui nous considèrent comme une profondeur géopolitique ont besoin des ressources naturelles de l'Afrique pour continuer à perdurer dans la compétitivité internationale. C'est ça l'enjeu. L'Occident a besoin des ressources de l'Afrique pour rester compétitif. Et si l'Occident n'a plus ces ressources, l'Occident perd de sa compétitivité et les autres puissances le surpassent. Donc, on utilise les Ukrainiens pour nous amener à adhérer parce qu'ils savent que par la force, c'est devenu impossible. Il faut que nous adhérions pour des raisons morales et humanistes, alors que nous savons que ce n'est qu'un stratagème. Donc, dans cette perspective, nous qui sommes en train de nous reprojeter, nous savons déjà quels sont les partenaires avec lesquels nous ne pouvons pas nous allier de manière durable. L'Occident est le premier partenaire, est le premier ennemi de l'Afrique, et l'Occident ne peut pas constituer pour l'instant un partenaire pour l'Afrique. Donc, le rejet de la demande ukrainienne n'est pas en fait lié simplement à l'Ukraine, mais lié à l'Occident. Kouleba a également parlé de la neutralité africaine. On a l'impression aujourd'hui que le silence de l'Afrique fait tellement peur à l'Occident. Le rejet de l'Afrique est très déterminant. L'Afrique constitue au niveau des Nations Unies le tiers des participants. C'est-à-dire que nous avons le plus gros effectif. Nous sommes le continent qui regorge le plus gros effectif. L'Afrique, c'est le continent qui, au niveau du monde, vous apporte 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 50% des ressources naturelles, des réserves des ressources naturelles éprouvées dans le monde. L'Afrique, en termes d'enjeux géopolitique, c'est un poids lourd. L'Afrique compte comme étant un poids lourd. Tant pour le monde, du point de vue diplomatique, parce que si vous avez les 54 délégations africaines qui vous soutiennent, vous avez déjà un gros poids au niveau du Conseil de sécurité ou bien au niveau de l'Assemblée générale. Quand vous avez l'Afrique qui vous soutient, vous êtes sûr que les 50% des réserves mondiales de ressources naturelles vous sont potentiellement acquises. Et donc, quand vous n'avez pas ça, vous connaissez quel est le risque que vous encourez. Et ce risque, c'est que dans le reste des territoires, par exemple en Asie, l'Occident n'a plus accès aux ressources naturelles comme elle le souhaitait. Par exemple, la mer de Chine, le pétrole qui est en mer de Chine. Aujourd'hui, la Chine est une puissance maritime. La Chine a le porte-avions, la Chine a des frégates, la Chine a un matériel de guerre important. La Chine ne peut plus se laisser piller ses ressources. La Chine a un contrôle sur ses ressources. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés où vous avez des richesses, on dirait, incommensurables. Ces richesses-là, l'Occident ne peut plus lorgner dessus parce que la Russie est cadenassée avec un veto nucléaire à l'appui. En Amérique latine, les combats pour la libération de l'Amérique latine sont tellement avancés. Vous avez vu le Venezuela. Ils ont carrément ridiculisé ce voyou qu'on appelait Guaido. Il ne compte plus. Aujourd'hui, même les États-Unis sont en train de dire à Guaido, pardon, calme-toi. L'affaire est trop dure. Le Venezuela a des ressources pétrolières. Vous voyez que ailleurs, pour obtenir ces ressources, l'Occident se met à genoux. Mais l'Afrique, c'est la dernière zone où l'Occident avait encore un accès facile aux ressources naturelles. Donc, dans cette perspective, l'Occident est conscient que si ces ressources également sont bloquées en Afrique, c'est fini. L'Occident devra se mettre à genoux partout et donc l'Occident sera totalement à genoux du point de vue des relations internationales. Avec cette opération militaire spéciale russe du côté de l'Ukraine, peut-on dire aujourd'hui que l'Afrique s'est démarquée? Oui, l'Afrique a porté une voix forte, il faut le dire. L'Afrique, pas collectivement forcément, mais l'Afrique dans sa majorité.
Parce que collectivement, on a eu quand même 25 défections, c'est-à-dire des gens qui étaient plus proches sont restés des larbins. Mais pour une fois en Afrique, on a vu plus de 25 pays se mettre dans le camp de la neutralité ou du soutien à la Russie. Oui. Or, tout le monde sait que la neutralité n'est qu'une manière polie de soutenir la Russie. Tout le monde le sait. L'Occident même aujourd'hui a analysé la neutralité parce que même dans une élection, quand il y a abstention, on analyse l'abstention, les raisons de l'abstention, pourquoi est-ce qu'il y a abstention. Et les sociopolitistes qui analysent cela arrivent toujours à des conclusions. Ça peut être le rejet de l'ensemble de la classe politique existante. Ça peut être que les populations souhaitent qu'il y ait un report d'élection vu qu'il y a des questions plus urgentes. Donc, l'abstention l'abstention est toujours analysée. Et dans le cas d'espèce, la neutralité a été analysée et on constate qu'en fait, les nations africaines qui ne voulaient pas directement se ranger du côté de la Russie ont préféré faire défection parce que la neutralité, c'est une défection du côté de l'Occident. Vous avez des pays qui étaient très liés à l'Occident qui ont préféré être neutres alors que l'Occident posait un veto sur la table. Le fait de n'avoir pas obéi au veto occidental, c'est une défection. Et donc, c'est un acte de désobéissance internationale du point de vue de l'hégémonie occidentale. Et quand il y a désobéissance, ça veut dire que ces pays sont en train de lorgner ailleurs. L'Occident est donc conscient qu'en Afrique, la majorité désormais est dans la désobéissance à son hégémonie. Et donc, la volonté de cette majorité, ce serait de se départir de son hégémonie. Et l'Occident est conscient que si on regarde en valeur absolue de la population africaine, l'entièreté des pays de l'Afrique n'est plus favorable à son hégémonie. C'était même dans les 25 pays où l'élite a préféré se ranger à cause des alliances, des jeux d'alliance au sommet. Du côté de l'Occident, eh bien, là-bas, les populations en majorité ne sont pas favorables. Donc, l'Occident, conscient de cela, l'Occident se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces Africains changent d'opinion? La bataille de l'opinion, ils savent qu'ils l'ont. Et il faut passer par M. Kouleba, qui n'a pas réellement un poids politique sur le continent africain. Effectivement, vous savez, un homme politique camerounais disait quand le navire coule, vous accrochez à n'importe quelle branche, y compris la queue d'un serpent. Donc, Kouleba ne compte pas, l'Occident en est conscient, mais l'Occident se dit, il faut quand même que les Ukrainiens jouent aussi leur part. Peut-être qu'en allant crier auprès des Africains, peut-être qu'en allant supplier auprès des Africains, ça pourrait calmer certaines positions, ça pourrait adoucir certaines positions. Sauf que le rejet qu'on a du dossier ukrainien en Afrique, c'est d'abord lié au rapport que l'Ukraine noue avec l'Occident collectif. Ce rapport est tellement vicieux, vicié. C'est-à-dire qu'il est intrinsèquement, c'est une sorte d'intrication. C'est un rapport qui est un mélange tellement serré, le rapport entre l'Ukraine et l'Occident, que quand l'Ukraine s'exprime, on entend la voix de l'Occident. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Ukraine. Il y a l'Occident qui parle avec le label Ukraine. Donc Kouleba ne s'exprime pas. C'est l'Occident qui s'exprime dans la bouche de Kouleba. Et ça, peut-être que lui ne le mesure pas. Mais cette élite ukrainienne, elle est un peu à l'image d'une élite africaine qui aujourd'hui vomit sur le continent, sur l'ensemble du continent. C'est cette élite qui était porte-parole de l'Occident sur l'ensemble du continent. Donc, Kouleba lui-même ne sait pas que nous avons traversé les dynamiques qu'eux, aujourd'hui, ils vivent. Il se dit qu'ils sont crédibles. Il ignore que le processus de décrédibilisation de cette élite est déjà passé. Le procès de cette élite a été fait en Afrique. Et nous insupportons une élite qui est essentiellement corrompue, vendue aux intérêts occidentaux. L'élite ukrainienne est essentiellement vendue aux intérêts occidentaux. Et cette élite n'a aucune crédibilité en Afrique. Donc, Kouleba, peut-être parce que trop concentrés à faire leur guerre, n'analyse pas ces données en Afrique. Mais ils devraient en prendre désormais conscience. S'ils continuent leur mariage avec l'Occident, eh bien, il va rencontrer toujours en Afrique des portes fermées. Peut-être par politesse, comme on sait le faire, on lui réservera un verre d'eau. Mais on lui dira, mon frère voyageur, continue ton voyage. Ici, tu ne peux pas. Peut-on dire aujourd'hui que les quilles de Kouleba ont été emportés par le vent? Ils étaient en aventure. Ils étaient en aventure. L'aventure s'est terminée sur une note salée.
J'imagine dans le vol qui les ramène à Kiev, ou bien en Europe d'abord, parce qu'ils vont aller rendre compte à leurs patrons européens et américains et états-uniens. J'imagine dans le vol leur grande déception, surtout de voir que l'Afrique ne supporte pas. Eux, ils voient dans les Occidentaux des sauveurs. Nous, nous voyons dans l'Occident des bourreaux. Et c'est la vraie nature de l'Occident. Il va d'ailleurs déclarer, hein, je cite, parlant justement de la Russie, mais la vérité est que la Russie a privatisé tout ce que l'Union soviétique a fait pour l'Afrique, ignorant le fait que l'Ukraine était membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques et qu'elle a accueilli des milliers d'étudiants africains et envoyé en Afrique, on va le dire, des milliers d'ingénieurs. Ce sont ses propos. Flatterie? Il veut nous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que M. Kouleba sait que l'Union soviétique était considérée comme l'intrus en Afrique? Pas par les Africains, mais par ceux qui contrôlaient l'Afrique à cette période. M. Kouleba veut-il refaire l'histoire? Vous savez, dans cette perspective, il joue encore un très mauvais jeu, parce que ça s'appelle chez les historiens du révisionnisme. Notre rapport à l'Union soviétique est particulier. Quand le président Vladimir Poutine est allé en Angola où il soutenait les forces de libération d'Angola, il est arrivé sous la bannière de l'Union soviétique. À cette période, l'Union soviétique formait très bien des ingénieurs, formait des militaires et formait des révolutionnaires. Mais qu'est-ce qu'il en est arrivé? Il en est advenu. Ces révolutionnaires, ces ingénieurs, l'Occident les a marginalisés. L'Occident ne les a pas mis dans des postes clés. L'Occident, dans les universités, pour nous qui sommes à l'université, quand vous avez, par exemple, dans certaines universités d'État, des ingénieurs nucléaires qui sont rentrés de l'Union soviétique et qui donnaient cours dans nos universités, ils n'ont jamais eu un poste de responsabilité. Jamais. Et on les tenait loin des étudiants, on les a clochardisés. Dans les pays où ces ingénieurs ont trouvé un régime qui était favorable, on a tout fait de renverser ces régimes. Dans les pays où ça s'est bien développé, M. Kouleba, il devrait prendre ses cahiers et puis noter cela. En Algérie, par exemple, l'Algérie est un pays qui aujourd'hui lorgne la véritable indépendance. L'Algérie est un pays qui progresse. L'Algérie est un pays où la capacité de nuisance, de déstabilisation et puissance étrangère est ramenée à presque rien. Donc, les pays comme le Mali également, qui ont eu cette coopération, il y a eu le renversement de M. Blaise Moussa. C'était essentiellement parce qu'il était proche des Soviétiques. Mais aujourd'hui, le président Assimi Goïta avait posé une question quand il est arrivé au pouvoir. Tout l'arsenal militaire qui avait été acheté sous le président Blaise Moussa auprès des Russes, ou des Soviétiques, où est-ce que c'est passé? Parce que la France avait démantelé ce matériel. Sachant que le renforcement de la sécurité garantissait à un pays une certaine souveraineté politique. Donc, si M. Kouleba ne connaît pas cette histoire, qu'il ne vienne plus nous raconter des sornettes et nous dire c'est l'Union soviétique qui a fait ci, qui a fait ça. Pendant la période de la guerre froide, on sait que l'Occident s'est attelé à démanteler les zones d'influence de l'Union soviétique. Et en Afrique, les zones d'influence de l'Union soviétique ont été essentiellement démantelées, non même pas par des moyens diplomatiques, mais par la violence. L'UPC, par exemple, l'Union des populations du Cameroun, quand on les a martyrisés, quand on a génocidé les combattants de l'UPC. Quand je parle de combattants, ce n'est pas des guerriers qui avaient des armes. Je parle des villageois qui simplement étaient militants de l'Union des populations du Cameroun. Quand on est allé dans beaucoup de villages, on a déporté les populations, on les a tués, on les a changés de zone de localisation, avec les problèmes que ça comporte aujourd'hui dans des pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, vous avez des problèmes de vivre ensemble qui ont été orchestrés par la France. Si on a pris des gens à gauche, on les amène à droite, on prend d'autres à droite, on amène à gauche. Et puis, les gens n'ont plus leur territoire. Quand vous avez ça, c'était ça l'Occident. M. Kouleba n'a pas conscience de notre histoire. Il ne connaît pas notre histoire avec l'Occident.
S'il avait conscience de tous ces génocides de l'Occident, il ne viendrait pas nous faire du révisionnisme avec l'Union soviétique. Notre rapport avec l'Union soviétique a été un rapport d'espoir. L'Union soviétique, on voyait dans l'Union soviétique une terre d'espoir pour l'Afrique. Et l'Occident a brisé ce rêve que nous avions avec l'Union soviétique. C'est l'Occident qui porte l'entièreté de l'échec de la relation entre l'Afrique et l'Union soviétique. L'Union soviétique ne nous a jamais fermé les portes. Monsieur Kouleba, il devrait revoir encore ses cours d'histoire. Mais, puisque nous savons qu'à travers lui, c'est l'Occident qui s'exprime, il ne peut qu'avoir une histoire révisionniste. Et à ce titre, nous allons faire un petit commentaire. Vous savez, nous avons toujours admiré, nous avons le grand frère Luc Michel qui présente toujours les livres de Brzezinski, comme Le Grand Échiquier, qui est un livre peut-être bien écrit, du point de vue du texte, de la méthode. Mais il faut noter une chose. L'Union soviétique, c'était aussi un regroupement de nationalités qui avaient des vieux contentieux. Les Polonais, qui ont un vieux problème avec les Russes. Les Ukrainiens de la zone de Lvov, qui se sentent beaucoup plus polonais. Les Hongrois, qui ont un problème avec les Russes. Les Bulgares, qui ont un demi-contentieux avec les Russes. Les Suédois, les voisins des Russes, les Suédois, qui ont un vieux problème avec les Russes concernant la Finlande, parce que c'est les Russes qui ont libéré la Finlande des Suédois et ont donné à la Finlande tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà un pays qui montre son ingratitude. Et ces pays, pour la grande surprise, mon frère Goss, Hitler n'a pas conquis la Pologne. Hitler n'a pas tué les Polonais, comme on le pense. Il y a eu une petite guerre. Mais les Polonais ont créé leur propre nationalisme socialiste. Les Polonais avaient leur propre nazi. Et le gouvernement polonais comptait sur Hitler pour faire la peau à la Russie. La même chose avec les Hongrois, au pays de Sarkozy. Regardez ceux qui ont constitué la société du Mont Pèlerin, celle qui est considérée comme le creuset du néolibéralisme occidental. C'est les Hongrois pour la plupart. Parmi, vous avez les grands, il y a Friedrich, il y a le grand épistémologue britannique, mais en fait hongrois. Je vais retrouver son nom parce que cette société Mont Pèlerin, vous avez tous les grands noms, tous les grands noms. Ils sont là-bas, ils vont créer la société. Voilà, il y a les Polanyi, les frères Polanyi. Il y a les frères Polanyi. Le plus illustre, c'est l'épistémologue que je vais retrouver. Quand vous regardez ce siècle, quelle a été la réflexion de ces gens? Les vieilles rivalités à l'intérieur de ce qu'on a appelé l'Union soviétique, ces gens les ont utilisées contre les Russes. Parce qu'ils estimaient que c'est les Russes qui contrôlaient l'Union soviétique. Ces gens sont sortis de là. Et tout ce qu'ils ont fait pour construire les idées néolibéraux, c'était essentiellement opposer le reste du monde à la vision russe, qui était très inspirée du marxisme léniniste en Russie. Quand vous regardez donc ce monsieur de Brzezinski, c'est les mêmes rancœurs qui l'animent. Les mêmes rancœurs. La doctrine géopolitique qu'il va impulser aux États-Unis, c'est une doctrine géopolitique qui est basée sur cette rancœur. La défaite polonaise n'a jamais été digérée comme la défaite hongroise face aux Russes. Et ils vont impulser ces dynamiques qui visent à démanteler l'État russe, qui a d'abord permis de démanteler l'Union soviétique à travers ce qu'ils appellent les micronationalismes. Ils ont réussi à reconstituer des nations, des petites nations. Ils ont démantelé tout ce qui aurait pu constituer la grande nation soviétique.
Et ils ont construit cet échiquier qui aujourd'hui est à son paroxysme. Et Kouleba, lui-même, qui fait partie de ces micronationalismes, qui ont ces vieilles rancœurs vis-à-vis de la Russie, n'est qu'en fait en train d'exposer un révisionnisme qui ressemble à celui de Brzezinski. C'est, il faut le dire, une russophobie de ces peuples-là. Ça n'a rien à voir avec l'idée de la liberté. Ça n'a rien à voir. Les gens veulent régler des vieux comptes entre eux et les Russes en utilisant les autres peuples du monde. Ce que les Hongrois n'ont pas pu faire eux-mêmes. Ils utilisent l'Occident aujourd'hui pour le faire. Ce que les Polonais n'ont pas pu faire eux-mêmes. Ils utilisent les États-Unis aujourd'hui pour le faire. Donc l'un des éléments que nous, Africains, devrions poser, c'est justement de faire asseoir des gens comme Kouleba et leur raconter leur propre histoire et leur faire comprendre que s'ils ont des contentieux avec les Russes, qu'ils les règlent entre bons voisins ou bien entre cousins. Et c'est entre eux qu'ils pourront trouver des solutions. C'est pas la peine d'aller chercher le reste du monde et dire « allons massacrer nos cousins ». Nous, Africains, nous n'allons pas participer à cela et nous n'allons pas admettre qu'un révisionnisme s'installe pour nous entraîner dans une guerre inutile et sale, comme on voit le peuple ukrainien tous les jours massacré par la folie de ses dirigeants. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. Merci, c'est moi qui te remercie, mon frère Gauss, et merci à tous ceux qui nous suivent. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.